Merci d'être là si nombreux ce soir. Ouais, mais il y a encore pas mal de gens qui arrivent là, donc celle de droite, je compte même pas. Enfin, de gauche, comme l'Assemblée nationale, là. La droite est à gauche. Ça dépend de quel point de vue on se place. Alors, écoutez, ce soir, c'est la 30e soirée, 20h04, depuis Descendez Tours. On a commencé cette aventure en 2017. On en fait à peu près 5 par an, et il faut vivre entre-temps. On n'est pas tout à fait au nombre qu'on aurait espéré, mais bon. 30 soirées, environ 120 intervenants. Et voilà, aujourd'hui, je suis ravi parce que ça fait des années que je rêve de montrer que les mathématiques peuvent être intéressantes. Et honnêtement, c'est dur de trouver. N'y voyez pas une conclusion directe qui voudrait dire que les mathématiques ne sont pas intéressantes, mais il faut trouver des gens qui sont capables de les rendre un peu sexy, quoi, vous voyez. Alors, je ne sais pas si François Dubois sera cet homme ce soir. Du point de vue sexy, c'est vous qui en jugerez, je ne me permettrai pas. Pour le reste, je suis sûr que ce qu'il va vous présenter va certainement vous plaire. Et je vous souhaite d'apprécier aussi les mathématiques, au moins un petit peu, après son intervention. Donc François Dubois, il est mathématicien, professeur de mathématiques au Conservatoire des Arts et Métiers, donc le fameux CNAM, pour ceux qui connaissent. Et donc ce soir, il nous fait l'honneur de venir jusqu'à la Bresse pour nous parler d'Aristarque. Et puis si vous voulez en savoir plus, j'ai eu les documents en avance, mais je vous avoue que je ne les ai pas lus en détail, parce que je préfère l'écouter, en fait, c'est quand même bien plus intéressant d'écouter que de lire. Donc François Dubois, notre premier intervenant, je vois que vous êtes nombreux, alors applaudissez de toute la force que vous avez tous ensemble pour François Dubois. Bien, je m'appelle Dubois, et je viens de Paris, donc ça c'est pas vraiment très sexy. Dubois c'est un nom très courant, mais si je suis là, c'est parce que ma compagne que je vois pas là, Sophie, s'appelle elle Mougel. Mougel, c'est un nom à peu près aussi courant à la Bresse que Dubois en France. Oui. Et donc je vais préciser Mougel. Sophie, fille de Bernard. Bernard, le fils de Robert. Robert, le fils d'Ernest. Et Ernest, le fils de Jean du Grand Blaise. Et je n'en sais pas plus, après vous demanderez où vous êtes. Le pauvre point n'est toujours pas arrivé. Bien, donc je vais avoir le plaisir de vous... Alors, comment est-ce qu'on tourne le truc hein? Voilà. Je commence par les éclipses de soleil. Au siècle dernier, à la fin du siècle dernier, en 99, il y a eu un événement de la nature absolument extraordinaire, qui est donc l'éclipse qui était totale du soleil assez haut. Ici, je crois qu'à la Bresse, elle n'était pas vraiment totale. Vous êtes nombreux à avoir vu l'éclipse ici, le soleil à la Bresse hein? Voilà, donc là, je vous présente l'éclipse de 99, prise de façon totale. Et si vous voulez voir une éclipse de soleil, eh bien, il n'est pas trop tard, vous prenez le premier avion et vous allez soit au Mexique, soit aux États-Unis, soit au Canada, du côté de Montréal, et vous verrez l'éclipse le 8 avril prochain, une éclipse totale de soleil. Dépêchez-vous, sinon vous la verrez peut-être à la télé, mais c'est pas sûr. Voilà, alors qu'est-ce que c'est qu'une éclipse totale de soleil? C'est le fait que la Lune est cachée. Le soleil est caché par la Lune, pardon, et donc là vous avez toutes les explications, je dirais, géométriques sur le petit exposition. Alors j'avais prévu de présenter en pointant les choses avec un très très joli pointeur, de pointer les choses, mais l'aspect matériel fait que je ne peux pas pointer, donc et puis je ne peux pas pointer non plus avec ce truc-là, donc il faut que vous regardiez soit un écran soit l'autre, et de façon à vous rendre compte que eh bien, le soleil est caché par la Lune exactement, et il y a cette zone d'ombre qui est la zone d'éclipse totale, et que c'est un phénomène extrêmement rare. Certains vont même jusque dans les croisières sur le Pacifique pour voir des éclipses totales, tellement le spectacle est extraordinaire. La dualité de l'éclipse de soleil, c'est l'éclipse de lune, où là la Lune passe dans
dans l'ombre de la Terre. Alors bon, moi j'ai eu la chance de voir une éclipse de soleil, puis quand j'ai voulu voir les éclipses de lune, ben, il ne faisait pas beau temps, comme ces jours-ci. Ceci étant, c'est relativement spectaculaire aussi, parce qu'on est lors de la pleine lune, et la lune, soudain, son intensité diminue très très vite, et donc c'est une éclipse de lune. Alors je vous en ai présenté, il y en a une en 2022, donc contrairement aux éclipses de soleil, on peut la voir sur toute la partie, sur toute la Terre. C'est aussi un phénomène de la nature absolument extraordinaire. Et notre héros Aristarque de Samos, alors je vous montre que Samos est en haut à droite sur la carte, c'est une île grecque qui est assez proche de la Turquie. Aristarque de Samos, eh bien, il connaissait les éclipses de soleil et les éclipses de lune, et il connaissait un certain nombre de choses sur la géométrie de ces éclipses de soleil et de lune. On va y revenir. Aristarque, on ne sait pas grand-chose de sa vie. Là, c'est une représentation qui date du XVIIe siècle qu'on trouve sur un atlas, peu importe le détail. On le représente comme un vieux monsieur, mais enfin bon, on ne sait vraiment très très peu de choses de sa vie, donc pas grand-chose à dire. Par contre, il a écrit un bouquin. Il a écrit un bouquin où il détaille les calculs que je vais essayer de vous présenter ce soir. Et ce bouquin, donc il l'écrit 200 ans avant Jésus-Christ, et on le retrouve, ce bouquin, ça doit être 2 à 300 ans après Jésus-Christ, chez Pappus, qui en fait sa petite astronomie, donc c'est dire que le bouquin avait de la valeur. Et puis, il a été recopié un certain nombre de fois, et puis enfin, il a été traduit un jour en français. Je vous fais passer le bouquin d'Aristarque. Pour une somme modique, vous pouvez le commander à la Bibliothèque nationale. C'est ce que j'ai fait. Et après, vous pouvez tenter de le lire. C'est ce que je n'ai pas vraiment fini de faire, mais ça ne m'empêche pas d'en parler un petit peu. Donc Aristarque a écrit un bouquin où il nous raconte sur les distances de la Lune et du Soleil, et puis sur les tailles relatives de la Lune et du Soleil. Alors, on va commencer par se situer dans l'ambiance de l'époque, avec le fait quelles sont les mathématiques que connaît Aristarque. Aristarque connaît le théorème de Pythagore qui était de Samos aussi, il faut quand même être un peu chauvin. Et alors, je vous ai représenté à droite le théorème de Pythagore, et le théorème de Pythagore, la plus belle illustration du théorème de Pythagore, c'est que le carré de l'hypoténuse en rouge est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc vous prenez un côté 3, le carré 3 fois 3, merci. Le deuxième côté 4, 4 fois 4, 9 et 16, 25, c'est le carré de 5. Donc vous connaissez tous le théorème de Pythagore. Ce que j'ai oublié de vous dire, je ne peux pas pointer, mais vous avez un angle droit qui justifie le fait que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ça, Aristarque le connaît bien. Ensuite, Aristarque sait que la Terre est ronde, et ça c'était une hypothèse qui était déjà connue depuis Parménide, et depuis, on a envoyé un certain nombre de cabines loin de la Terre, et puis on a pu faire la photo de la Terre. Mais l'idée que la Terre n'est pas plate, je disais dans le journal récemment que 10% des Français, donc dans la salle, ça doit faire une dizaine de personnes. C'est ce qui n'est pas. Aristarque est à peu près contemporain d'Euclide. Alors Euclide, c'est celui qui a mis toutes les connaissances mathématiques de l'époque. En gros, la géométrie d'Euclide, c'est celle qu'on apprenait au collège avant les fichues mathématiques modernes. Mais conserver des manuscrits, c'est compliqué. Là, ce que je vous ai montré, là, c'est un manuscrit qui doit dater du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc les documents se perdent et on ne les a conservés que parce qu'ils sont recopiés. Donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que déjà l'histoire du bouquin, et je pourrais faire une conférence de 2 heures rien que sur l'histoire du bouquin qui est en train de circuler. Vous imaginez, depuis 200 ans, on a la pensée d'un homme qui vivait 200 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait 2200 ans. Et donc quand j'ai vu ce bouquin, je savais ce qu'il avait fait avant. Quand j'ai vu ce bouquin, j'ai eu un vrai choc esthétique et psychique. Il a écrit. Et donc je me suis précipité sur le bouquin, et je ne sais pas qui est en train de le regarder, mais pas facile à lire. Voilà, c'est un contemporain aussi d'Aristote, Aristote qui avait fondé la logique, et on se rend compte qu'il utilise des règles logiques de façon relativement correcte, on va dire, et donc la logique consiste à dire, j'ai des hypothèses, je raisonne bien, et j'aboutis à des conclusions. Et c'est ce que va faire Aristarque dans son bouquin.
Qu'est-ce qu'il connaît? Ben, il connaît les phases de la Lune. Hein. La pleine Lune, la nouvelle Lune, pardon, le premier quartier, la pleine Lune, et puis le dernier quartier. Le dernier quartier, c'est aujourd'hui, mais je ne sais pas où est la Lune ici à la Bresse. Qu'est-ce qu'il ne connaît pas? Il ne connaît pas le rayon de la Terre. Il faut attendre Ératosthène quelques dizaines d'années plus tard pour mesurer le rayon de la Terre. Et Ératosthène fait une mesure dont on pourra reparler une prochaine fois si vous voulez, qui montre qu'il s'est trompé d'1% seulement, mais lui, Aristarque, il sait seulement que la Terre est ronde. Et il ne connaît pas non plus la fichue trigonométrie. La fichue trigonométrie qui vous dit que le sinus de l'angle qui est là est égal au côté opposé, mon bras, sur l'hypoténuse. Et le cosinus est égal à mon bras, toujours, le cosinus du même angle, divisé toujours par l'hypoténuse. Donc tout ça qui a fait la joie de vos classes de collège et de lycée, il ne le connaît pas. Donc c'est vachement plus sympa. Que nenni. C'est beaucoup plus difficile. Alors ça, qu'est-ce que c'est Aristarque? Il sait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ben, ça, on l'a appris à l'école de la République. Et il m'a fallu longtemps pour me dire, non mais, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai parce que je le vois. Mais si je regarde la nuit, là on fait poser un appareil et qu'on regarde les étoiles, on voit bien que la grande ours, elle se promène dans le ciel. Donc, c'est le soleil qui tourne ou c'est tout le ciel qui tourne autour de la Terre? Peut-être que c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Alors ça, c'était une hypothèse vraiment très très ardue à l'époque, mais qui avait été quand même posée par un certain nombre de philosophes avant, plusieurs centaines d'années avant Aristarque. Donc ça faisait partie des choses qui étaient dans l'air, mais dans son bouquin, Aristarque, il est extrêmement politiquement correct. Il nous parle de distance de la Terre au Soleil, mais il ne parle jamais du mouvement de la Terre. Jamais. Il tenait à savoir. Alors les trois premières hypothèses, alors là, sans mes lunettes, c'est avec le micro pas avec les lunettes, trois premières hypothèses, c'est de l'Aristarque dans son jus, là il faut que j'aille les lire avec vous. La Lune reçoit sa lumière du Soleil, c'est l'hypothèse en fait la plus hardie quand on a bien travaillé le sujet. La Terre considérée comme un point peut être le centre de l'orbite de la Lune, la Lune tourne autour de la Terre, ça c'est à peu près standard. Et lorsque la Lune nous paraît coupée en deux parts égales, etc., premier quartier, ça c'est plus standard. Voilà, donc ça ce sont les trois premières hypothèses d'Aristarque, on y adhère. Bien connu de tout le monde. On continue, c'est une hypothèse qui consiste à décrire géométriquement ce qui se passe lors d'une éclipse de Soleil, ça veut dire que l'angle apparent du Soleil est égal à l'angle apparent de la Lune, et quand la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés, eh bien, cette coïncidence géométrique apparaît par le fait que le Soleil est complètement caché par la Lune. Donc ça, c'est une première propriété géométrique. Deuxième propriété géométrique, lorsque la Lune traverse le cône d'ombre de la Terre, on estime que le cône d'ombre est large à peu près de 2 lunes. Alors là, il se trompe, l'ami Aristarque, il se trompe d'à peu près 30%, c'est pas grand-chose. Ensuite, si on essaye de mesurer l'angle apparent du Soleil ou l'angle apparent de la Lune, qui sont égaux, il estime ça à 2 degrés. 2 degrés, ben, un angle droit c'est 90 degrés, donc 2 degrés c'est pas beaucoup. Et ben là, il se trompe d'un facteur 4, donc c'est un demi-degré, pas 2 degrés. Hypothèse plus compliquée, le fait que lorsque la Lune tourne autour du Soleil, entre le dernier quartier et le premier quartier, elle met en gros un jour de moins qu'entre le premier quartier et le dernier quartier. Ça permet de dire que le triangle entre la Terre, le Soleil et la Lune est un triangle rectangle en la Lune, et donc on va pouvoir utiliser un peu de trigonométrie. C'est l'hypothèse la plus capillotractée, et il se trompe d'un facteur 20. Donc, vous allez un peu vite. 7 minutes 42 presque. Hein. On a l'impression ici. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en lisant le bouquin d'Aristarque, j'y comprenais rien. Et puis un jour, j'ai raconté ce truc-là dans un café à Pau. Et là, je suis tombé sur des astronomes amateurs. Oui, mais on peut le mesurer en faisant ça. En mesurant le temps entre le dernier quartier et le premier quartier, qui est plus petit que le temps entre le premier quartier et le dernier quartier. Et là, j'ai dit, ah ben oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas écrit Aristarque? Parce qu'il n'écrit que ce qui est nécessaire
pour ses hypothèses techniques et sa démonstration. Voilà, donc le voilà avec un certain nombre d'inconnus. Donc il pose un vrai problème de mathématiques, il pose un problème de mathématiques où quels sont les inconnus? Rayon de la Terre, rayon de la Lune, rayon du Soleil, distance Terre-Lune, distance Terre-Soleil, 5 inconnus. Si vous comptez combien est-ce qu'il a d'équations, combien est-ce que je vous ai donné de données jusqu'ici, il y en a seulement 4. Donc il va exprimer ses résultats par des rapports de distance, parce que de toute façon il ne connaît pas le rayon du Soleil. Alors il fait ses calculs, 5 minutes, vous y échappez. Et en haut, je vous ai dessiné l'univers d'Aristarque à peu près à l'échelle. On n'y voit pas grand-chose, donc j'ai oublié la distance Terre-Soleil et j'ai tout mis au milieu de la planche à la distance à l'échelle correcte, avec le diamètre du Soleil correct, le diamètre de la Terre correct et le diamètre de la Lune correct. Et quand on fait ce dessin-là, qui n'est pas dans le bouquin d'Aristarque, on se dit, mais le Soleil est énorme. Comment un truc aussi gros peut-il tourner autour de la Terre une fois par jour? Ça, il ne l'écrit pas, mais c'est une question naturelle qu'on se pose quand on voit les résultats de ces calculs. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les résultats de ces calculs sont extrêmement difficiles à lire, parce que comme la trigonométrie n'existe pas, là où on fait les calculs avec la trigonométrie, ce qu'ont fait les astronomes arabes à partir du XIIIe siècle, eh bien lui, il est capable de dire bah, c'est moins que telle quantité et plus que telle autre. Donc il procède uniquement par des inégalités, ce qui rend le problème, la résolution du problème extrêmement compliquée, et en plus il exprime dans un style mathématique sur lequel je ne reviendrai pas. Donc, le résultat qui est le plus frappant chez Aristarque, c'est le fait que le Soleil est très très grand. Voilà la représentation actuelle qu'on a du Soleil à l'échelle. Le système Terre-Lune, il est tout petit en bas à gauche, là, il n'est pas à l'échelle. Et puis la circonférence bleue, c'est la circonférence de la Terre autour du Soleil chaque année. Mais par contre, le Soleil est encore plus gros qu'Aristarque le croyait, puisque si vous regardez le Soleil tel qu'on se l'imagine aujourd'hui, vous mettez l'orbite de la Lune autour de la Terre, ça rentre complètement dans le Soleil. Voilà, alors maintenant, les copains plus jeunes, là, Archimède, il a cassé du sucre sur son aîné, et il lui dit, oh là là, ce pauvre Aristarque, il imaginait que la Terre tourne autour du Soleil. Mais évidemment, ce n'est pas possible. Parce que si la Terre tourne autour du Soleil, dans son périple autour du Soleil, quand on pointe une étoile fixe, regardez le haut de mon pointeur, on doit la voir bouger. Or, on ne voit pas bouger des étoiles fixes. Donc, Aristarque se trompe. Non, c'est simplement que l'univers est encore beaucoup, beaucoup plus grand que ce que pouvaient l'imaginer les anciens de cette époque. Et les étoiles fixes les plus proches bougent effectivement, et d'un angle qui est absolument ridicule par rapport à ce qui se passe pour le haut de mon pointeur. Enfin, deuxième héros, 1700 ans plus tard, Nicolas Copernic, qui fait son bouquin en 1543. Il édite l'année de sa mort. Comme ça, lui, il n'a pas eu de problème. Il le fait pour des raisons plus, pas du tout scientifiques. Hein. Il le fait pour répondre à des appels d'offres concernant le calendrier. Et puis lui, sa thèse est plutôt de l'ordre de la mystique, puisque le Soleil, la représentation divine, il le place au centre, etc. Et on est très étonné, alors que le bouquin d'Aristarque était bien connu depuis l'Antiquité, il a été recopié, etc. Copernic ne cite pas les travaux d'Aristarque. Ça donne de quoi en parler encore un certain nombre d'années après. Ben voilà, j'atteins à peu près la fin. Le travail d'Aristarque, donc, il a fait ce qu'on appelle en langage moderne, ce qu'on appellerait des mathématiques appliquées, c'est-à-dire il a pris un problème du monde courant, du monde sensible. Il l'a mis en équation, il a fait un modèle géométrique. Il a réussi, ce qui était un tour de force extraordinaire pour l'époque, à résoudre son modèle géométrique. Et il en a déduit un certain nombre de conclusions, dont on ne connaît les conclusions que parce que
Archimède lui a cassé du sucre dessus, dans le bouquin L'Arénaire, qui est par ailleurs un ouvrage fantastique, où il dit, ce pauvre Aristarque, il dit que la Terre tourne autour du Soleil. Il n'était pas marseillais, mais à Marseille, on dirait que c'est un fada, quoi. Voilà. Ça, c'est une représentation. Donc, quand on rentre dans l'univers d'Aristarque, ça, c'est un manuscrit qui était à la Vatican. Donc ça donne, et donc, ces manuscrits de la Vatican sont maintenant disponibles directement sur le net. C'est extraordinaire. Merci.